Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être à Lyon, qui est une ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, donc j'ai un attachement très fort sur Lyon. Je trouve effectivement qu'on va commencer à parler de données personnelles, pratique du DPO. Et nous n'allons pas parler pas qu'intelligence artificielle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de conférences que vous allez avoir sur l'intelligence artificielle, on va en parler. Je vais essayer d'en parler sur un autre prisme, mais surtout de voir ensemble, parce que l'objectif de cette intervention, c'est de partager ensemble. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, effectivement, il y aura un temps des questions, mais surtout n'hésitez pas, et de voir en quoi, quand on a la fonction déléguée à la protection des données, on est au centre, on est au cœur de l'innovation, des pratiques, du changement, parce que le DPO, effectivement, est un atout, on va dire, essentiel, et les données à caractère personnel, les traitements, on va dire, s'amplifient de plus en plus. Donc, on m'a expliqué un ancien endroit où on réparait les péniches, donc on va voyager, certes, mais on va aussi, je pense, garder en nous les valeurs qui nous ont animés tout l'été, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire les valeurs de performance, des valeurs de partage, qui sont très importantes, et aussi de cohésion. Parce qu'il ne faut pas oublier que le DPO est effectivement une place très forte dans l'entreprise, quel que soit son statut. Que ce soit un statut de DPO interne, mutualisé ou externe. Il faut être au cœur de l'entreprise, même s'il est aussi des relais. Je veux dire, je vais prendre l'acceptation de DPO de manière globale. Que vous soyez un relais, que vous soyez en externe ou autre, votre place, c'est être au cœur, effectivement, des métiers, au cœur de la pratique, qui va être extrêmement importante. Quelle place pour le DPO? Je l'ai dit déjà, une place importante, essentielle. Une place aussi qui est au cœur de toutes les innovations, la transformation digitale. Transformation digitale n'est pas nouvelle, on en parle déjà depuis quelques années, la Covid-19 n'a fait que l'accélérer. Mais avec l'adoption, et on verra des étapes d'entrée en application des règlements IA Act, on va parler de nouvelles, on va dire, notions. Ces notions sont loin d'être nouvelles, puisqu'elles datent de l'Antiquité. Donc, on va essayer, l'Antiquité c'est loin, ça nous renvoie peut-être à nos études très scolaires, mais c'est très important, on va dire, de repartir dans nos études et dans les principes que nos professeurs nous ont enseignés il y a, pour certains, peu d'années, pour d'autres comme moi, déjà quelques années. Donc je pense particulièrement au respect de la vie privée. Ce sont des valeurs aussi qu'on a, ce sont des valeurs de liberté fondamentale. Je vais parler de l'éthique. Alors effectivement, quand je renvoyais aux penseurs, c'était effectivement les penseurs de l'éthique. Je vais vous renvoyer aussi, alors sans vouloir faire des lectures parce que l'été est passé, c'est qu'on ait aussi revoir l'éthique et revoir peut-être des positions qui ont été prises par des femmes extrêmement, on va dire, novatrices, porteurs à l'époque. Je parle effectivement de toutes les femmes de l'Antiquité qui ont posé des principes extrêmement fondamentaux de l'éthique. Donc l'éthique, quelle est l'approche? Et là, en tant qu'avocat, c'est une approche totalement nouvelle, parce que le droit, et on nous enseigne dès qu'on met un pied à la faculté de droit, que le droit n'est pas de la morale et ni de l'éthique. Et là, on a en boomerang des textes. Et on va voir que ce n'est pas que l'IA Act, c'est pour ça que je vous emmène effectivement au-delà de l'IA Act. Je vais parler du Data Act, je vais parler effectivement aussi de la gouvernance des données. On est au-delà, effectivement, du Règlement général sur la protection des données ou de l'IA Act. C'est pour ça que le DPO doit être au cœur et doit prendre une place très importante. Donc l'éthique, très importante. L'éthique et les surveillances, une société de surveillance. Ça ne renvoie peut-être pas à nos cours, mais ça renvoie peut-être aux principes fondateurs de la CNIL, qui ont été dans les années 70, ce qui était la loi Savary, où on a dit stop, et ça a été la première autorité indépendante, la CNIL. Donc, très important de revenir effectivement à tout ce
qu'on va voir. Et ça a un côté très... Il y a cette flopée de textes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, peut avoir un côté très déconcertant quand on est DPO, quand on est relais, quand on est juriste, qu'est-ce que ce soit posture, en disant comment je vais appréhender cette masse de textes. Je viens peut-être juste d'arriver à mettre en place et à déployer mon parcours de mise en conformité RGPD dans mon organisme, quel qu'il soit, où je viens juste de commencer à bien passer les bons messages et enfin ils passent, donc ce sont des victoires. Et là, je vais devoir intégrer d'autres textes extrêmement complexes. Comment je fais pour m'en saisir? Parce que tous ces textes parlent de données à caractère personnel, même si ce n'est pas le cœur, mais parlent de données à caractère personnel, et surtout les métiers vont venir vous voir, si ils ne sont pas déjà venus vous voir en disant je veux. Ça, c'est un grand principe, je veux, c'est effectivement pour du passé. Alors du temps, on est en retard, je veux faire ci, faire ça, parce que ça va apporter de la plus-value, je veux connaître nos futurs prospects, je veux, voilà, grâce à des technologies, je veux en savoir plus. Pour effectivement des motifs, donc qui sont pour des besoins, qui sont très uniques et qui peuvent être tout à fait légitimes. Donc si je reviens, un grand fondement sur les libertés fondamentales. La discrimination, l'altruisme des données, on va voir un petit peu plus ensemble. N'oubliez jamais les libertés fondamentales, n'oubliez jamais. Très important dans la société dans laquelle on vit. Alors, il est 9h passées, on va partir du principe que tout le monde est réveillé et dynamique. À votre avis, d'où viennent ces textes? Il y a la réponse après et on ne gagne rien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? On va faire le suspense très longtemps. On voit que c'est considérant. Donc considérance, vous voyez, au service de l'homme. Je dis l'humain a toute sa place. Service de l'homme. Nationalité, résidence des personnes physiques, respect des libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, contribuer au progrès économique et social, des développements, des échanges ainsi qu'au bien-être des individus. C'est le considérant, un des premiers considérants de la directive 95-46. Donc là, ça renvoie, voyez, renvoie à quelques années. L'autre texte, c'est effectivement un des textes qu'on a. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. C'est la loi informatique et liberté. Donc nous sommes effectivement, vous voyez, depuis des années, la protection des données a mis au cœur quoi? Nous. On l'a dit, redit dans le cadre du RGPD, et là je crois que c'est fondamental, dans le cadre de la société dans laquelle on vit. Course-poursuite, on retrouve la technologie, oui, alors ça c'est accéléré, mais c'est pas une course-poursuite au sens l'un court après l'autre, c'est une jolie image d'Épinal. C'est qu'en fait le droit doit vous servir de repère. Ces textes, c'est pour ça que j'ai pris des textes très anciens, on va dire, doivent servir de repère, puisqu'en fait la technologie, pour un juriste ou pour un DPO, a une approche neutre. Donc on doit être en soutien. Pour ça, je me suis permis de commencer par une approche de liberté fondamentale, et je suis même remontée à l'Antiquité. Là, on va faire un bond, on va passer à la Renaissance, vous voyez. Voilà, vous connaissez tous Léonard de Vinci. Pour moi, c'est effectivement, on compare souvent le DPO à une boîte à outils, c'est pas très glamour, la boîte à outils. On compare souvent le DPO au mouton à 5 pattes, on a plein d'images pour un DPO, un relais ou autre. L'enjeu pour moi du DPO, je l'ai dit en début de présentation, c'est d'avoir cette fonction stratégique, d'être vraiment un gardien, un soutien, voilà, et des conseils dans le cadre effectivement de toutes ces différentes réglementations. Toutes ces différentes réglementations qui sont, encore une fois, chaque texte a sa propre complexité. Donc c'est loin d'être facile, mais ça reste une fonction stratégique. Et effectivement, cette fonction d'universalité, cette fonction de garant des libertés, et de garant des libertés, mais pas d'une manière, on va dire, utopique, parce que c'est tout sauf de l'utopie. C'est aussi pour préserver les intérêts des salariés, des collaborateurs, des partenaires.
un petit peu d'actualité. Pourquoi j'ai pris volontairement pas une décision de l'autorité de contrôle française. J'ai pris une décision d'un acteur qui a donné lieu à des décisions de l'autorité de contrôle française, mais pas que. Il y a beaucoup des décisions parce qu'on est sur un sujet d'actualité. J'ai commencé par vous parler des valeurs positives générées par cet été, par les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais il y a aussi effectivement des questions, toujours des questions, qui sont sur l'usage de la reconnaissance faciale, l'usage sur les caméras augmentées ou autres. Et c'est vrai que ce sont des points de vigilance. On voit que Clearview a été sanctionné à une hauteur très conséquente. Ce n'est pas la première sanction, ce ne sera pas la dernière peut-être sanction. Puisqu'il y a un non-respect total, et on a certains acteurs qui n'ont aucun respect, on va dire, pour les principes portés par la protection des données d'une manière générale. Et notamment, par rapport à Clearview, il y avait des données biométriques. Donc là, ça nous fait appel à des traitements très spécifiques de données à caractère personnel sur le terrain qui était des Pays-Bas, sur le territoire des Pays-Bas, et sans information, sans transparence, et en même temps avec des violations de l'ensemble des principes. Donc on a encore des acteurs, on va dire, qui ont pignon sur rue. Voilà. Alors même si c'est une société américaine, les condamnations sont nombreuses, que ce soit en Angleterre, au Royaume-Uni, en France ou aux Pays-Bas. Cet acteur, je vous dis attention, toujours un point de vigilance quand on vous parle de caméra augmentée ou de reconnaissance faciale. L'éthique. L'éthique, pour moi, c'est une nécessaire prise en compte. Alors, je parle de déléguer la protection des données. Vous pourrez me dire, ça peut être un peu choquant, parce que ça ne fait pas partie, effectivement, des articles de règlement général sur la protection des données, effectivement. Mais le règlement général sur la protection des données date il y a déjà quelques années. C'est pas 2018, c'est 2016, et ça veut dire des travaux qui ont commencé quelques années avant même 2016, puisque ça a été une adoption extrêmement compliquée, complexe, avec un texte de compromis. Il faut aussi évoluer avec les technologies, évoluer avec son temps, ça fait partie effectivement, en revanche, des missions du DPO. Quand je dis nécessaire pris en compte, je pense que vous le faites déjà en fait. Donc c'est juste bien se penser. Pourquoi vous le faites déjà? Parce que, en tant que délégué à la protection des données, en tant que relais, vous avez déjà les réflexes, vous avez certainement transmis certains réflexes à vos métiers. Et là, en fait, c'est de voir avec vous quels sont les bons réflexes à remettre encore sur l'ouvrage. On remet toujours les choses sur l'ouvrage. Des violations de données avec des risques multiples, notamment des biais algorithmiques, et surtout des difficultés à savoir de quel système, de quel modèle d'IA sont générés. Quels sont les modèles entrants d'IA, quelles sont les typologies de données, et aussi dans le cadre des qualifications des différentes parties. Ne pas oublier, puisque les IA sont déjà dans l'entreprise, l'IA générative est partie de notre quotidien, on n'est pas dans une nouveauté, on est dans une réalité de tous les jours. Comment on peut appréhender effectivement ces risques, et comment on peut appréhender ces images, ces usages, pardon. On n'est pas dans l'interdiction, on est effectivement dans l'accompagnement, et un accompagnement structuré par rapport à une gouvernance. Alors le texte va nous aider, mais comme vous le savez certainement toutes et tous ici, ce texte va s'appliquer en plusieurs étapes qui vont être très longues. Donc ça ne serait pas très constructif par rapport aux opérationnels ou aux métiers en disant « Attends, ça va arriver dans quelques années ». On est obligé d'ores et déjà de se poser des questions par rapport aux usages qui sont mis en place. Je prenais les exemples de données entrantes ou sortantes et de qualification des parties, puisque quand on pratique effectivement ce point, on a souvent des usages où le fournisseur des modèles d'IA souhaiterait être responsable de traitements distincts pour son propre usage, ne serait-ce que pour entraîner sur vos données. Donc il y a peut-être des questions à poser, donc à revoir vos formulaires ou vos questionnaires, vos pratiques en disant est-ce que j'accepte en tant que gouvernance d'avoir un usage spécifique par rapport
à un fournisseur, à un prestataire? Et si oui, comment ou non? Donc, je dirais qu'il y a un questionnement à avoir par rapport à ce que vous souhaitez en entreprise, ce qu'on vous propose, quels sont effectivement les souhaits de métier. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, indépendamment de la protection des données, il y a des enjeux effectivement de propriété intellectuelle que j'écarterai pour ce matin, mais il y a des enjeux qui sont extrêmement riches par rapport à quels sont les usages qui doivent être faits des données. Et des données, je parle des données à caractère personnel. Et on sait tous que la définition est très large. Effectivement, il va y avoir des approches par les risques, et ça c'est quelque chose qu'on connaît, l'illustration que je viens de vous donner, c'est une approche par les risques, par rapport à tel modèle d'IA, même si c'est construit en entreprise, pour votre entreprise, ou voilà, quelles sont les protections qui vont être faites, quelles sont les mesures de sécurité, quelles sont les mesures organisationnelles et juridiques qui doivent être mises en œuvre, ça se repenche d'ores et déjà par rapport aux enjeux de l'IA et de l'IA générative qui sont déjà dans toutes les entreprises. Alors des risques par rapport à la santé, à la sécurité, aux droits fondamentaux, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on va appeler un risque inacceptable, un risque à haut risque? Là, il y a déjà énormément de travaux. Alors, ça va être des analyses d'impact sur la vie privée, puisqu'en fait, le but du jeu, si je suis un peu cynique, c'est que même vu comme les IA avec un risque inacceptable vont être interdites, tout le monde va vouloir ne pas être dans la catégorie rouge. Il y aura certainement des catégories rouges avec les biais, mais aussi ça va être de comment on met des contrepoids, comment on met des choses. On sait déjà qu'il y a du scoring, ne serait-ce que les activités financières proposent du scoring ou autre. Donc c'est déjà une réalité. Donc par rapport à la technique du scoring, on a déjà un recul, par exemple. Donc ça peut être très intéressant. Et je vous ai à relire des décisions qui datent de l'année dernière, de la CJIE, sur le scoring, par exemple. Première date clé, ça arrive bientôt. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le 2 novembre 2024, la France devra désigner les organismes qui supervisent ou font respecter les obligations pour protéger les droits fondamentaux. Et bien sûr, effectivement, ce texte. Bon, si on va au-delà du RA, je vais vous parler aussi environnement, je vais vous parler aussi durabilité, puisque c'est des choses qui nous concernent tous, et encore une fois, ça fait partie des libertés. Il y a des directives qui ont été adoptées pour prise en compte des risques. On est toujours par une approche par les risques. Donc dans les risques, ça va être effectivement des diligences, et dans les diligences, on va revoir des études, des reportings sur des données à caractère personnel, puisqu'on va voir des informations sur des besoins liés à la population de salariés, liés à la population effectivement de fournisseurs. Ce n'est pas que de la notation, ça va être des usages qui vont être mis pour effectivement voir comment on traite des enjeux de durabilité des bâtiments. Quand on a des bâtiments connectés, ça veut dire qu'on collecte des données à caractère personnel. Ce texte, comme vous voyez, c'est des textes qui sont applicables depuis le 1er janvier 2024, donc qui sont peut-être récents, mais on en parle assez peu. C'est souvent, on va dire, les directions de la conformité, mais j'essaye que les zones ne soient pas étanches, puisqu'effectivement, il faudra avoir un enjeu sur les données à caractère personnel. Très important. Donc là, c'était effectivement une approche éthique. Très bien. Autre point, et je rajoute encore des cordes à l'arc, on va dire déjà bien chargé du DPO, c'est l'altruisme des données. Alors c'est un mot effectivement qui ouvre beaucoup de choses. Donc l'altruisme, la protection des données, ça a été vu par des textes qui s'appellent le Data Act ou le Data Governance Act. Ces textes ont été effectivement intégrés dans la loi SREL et ça a eu plusieurs autorités qui s'en saisissent. C'était l'ARCOM, l'ARCEP et la CNIL. Toujours un rôle très important pour la CNIL. Ça a tout ce qui va être protection des mineurs en ligne. Donc s'il y a des mineurs très importants à prendre en compte, il faut savoir qu'il y a des autorités de contrôle qui se sont saisies des plateformes, des réseaux sociaux par rapport au non-respect du droit des mineurs. On en a parlé dernièrement. Et encore une fois, des risques de recours à l'intelligence artificielle. Très petit point important aussi, alors
on est au dehors du périmètre du DPO, mais les mentions légales qu'on voit sur tous les sites, il faut effectivement, et ça peut être un indice, un petit point de victoire, on va dire, pour les DPO. Dans le cadre de la loi SREN, on doit modifier une mention légale pour effectivement dire quels sont les serveurs et où il y a aussi les zones de sauvegarde ou de redondance. Donc avoir une transparence au niveau de la sous-traitance. Et c'est effectivement une localisation précise et des acteurs précis. Voilà, ce n'est pas uniquement et seulement ici d'hébergement, mais on va plus loin. Donc ça peut aider, quand on a des annexes à faire, avec la liste des sous-traitants, de vérifier s'il y a bien une cohérence avec son site, la part du temps. Donc tous les textes, vous voyez, vont dans le même sens. Le DGA, il est rentré en application il y a 1 an, on en parle assez peu. Depuis mai 2024, la CNIL est l'autorité compétente en matière d'altruisme des données, et c'est effectivement certaines catégories de données proposées par des organismes du secteur public, mais ça concerne aussi des organismes qui sont en charge de la santé, de l'agriculture, toutes les données par rapport données alimentaires, données de récolte, données mécaniques par rapport aux tracteurs ou autres sont concernées et encadrent une nouvelle profession qu'on appelle les fournisseurs des services d'intermédiation de données. L'altruisme en matière de données, ça veut dire un partage de données, donc souvent de données à caractère personnel aussi. Alors même s'il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres, j'en ai cité 2 principaux, santé, agriculture, il faut savoir aussi que toutes les entités publiques peuvent être concernées, donc collectivités, municipalités et autres, dans le cadre de ce partage avec des intermédiaires. C'est important, effectivement, que les fournisseurs de services d'intermédiation respectent, parce qu'il va y avoir des accès, et ces accès à ces données doivent être régulés. Données techniques, mais surtout données à caractère personnel, pour mieux comprendre. Il a effectivement ce texte à un binôme qui est le Data Act qui rentre en application dans 1 an. Alors data, mais c'est pas pour donner un caractère personnel. Le nom est très trompeur. C'est effectivement pour répartir l'utilisation de données personnelles et non personnelles entre les acteurs de l'économie. Et c'est lié aux objets connectés. Donc là, ça va être un texte qui va, comme l'autre, comme le DGA, faciliter le partage des données. Encore une fois, il faudra définir les règles d'utilisation. Il faudra définir, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que des questions, il n'y a aucune difficulté. On va parler d'un consentement, mais c'est un consentement où la définition, c'est pas un opt-in, c'est pas un opt-out, c'est un consentement spécifique. Donc il y a d'autres règles qui devront être mises en place et permettre effectivement de faciliter ces échanges, mais des échanges encadrés et respectueux. Même si ça concerne les secteurs publics, le secteur privé sont saisis. Je vais vous donner un exemple, des plateformes d'intermédiation entre, on va dire, des besoins liés à la culture de céréales par exemple, peuvent intéresser un équipementier pour mieux connaître la maintenance de ces machines. Donc c'est aussi précis que ça, ces 2 textes, et c'est des textes où qu'on vient de s'en saisir, parce que ça peut être très intéressant suivant ce secteur d'activité, public mais aussi privé, pour mieux connaître les échanges. Dernier point, puisque le temps passe très vite, la sécurité. Alors c'est déjà pris en compte, bien entendu, ce sont des articles majeurs du RGPD, mais pas que du RGPD, de la loi informatique et liberté depuis longtemps. Et là, on a toute une série de textes. C'est un texte dont on parle beaucoup, puisqu'il aurait dû être transposé le 17 octobre prochain, il ne le sera pas, le débat parlementaire n'ayant pas eu lieu. C'est effectivement la directive NIS 2, DORA pour le secteur financier, règles pour des secteurs très spécifiques avec des infrastructures critiques, et on a d'autres textes encore qui montrent des niveaux de sécurité. Pour résumer, tous ces textes vont sur des niveaux de sécurité. Principalement NIS 2, peut-être celui que vous entendez plus parler, puisqu'énormément d'acteurs sont concernés, y compris les collectivités. On est sur une approche qu'on connaît en tant que DPO. On est sur une approche par les risques. On a des obligations de reporting.
Donc on a des obligations de documentation, on a des obligations de rapport, donc on a des points communs. Encore une fois, ça va être un travail en équipe, ça n'appartient pas au DPO, ça appartient plus au RSSI ou effectivement à la conformité. Et surtout, il y a un point très important qui va être les obligations de divulgation. Alors de vulnérabilité et non pas de violation de données à caractère personnel. Mais souvent, quand il y a des divulgations, on va se retrouver, souvent, avec des données à caractère personnel. Les obligations de gestion de risque, on se revoit avec des procédures que vous connaissez. Gestion de risque, c'est la base du métier de DPO. Une liste d'exigences, des analyses de risque, on ne les fait pas tout seul, bien entendu. Là, le travail est un travail collectif. Des politiques à rédiger de gestion des incidents. Si vous avez une politique de gestion des violations de données, ça peut effectivement aider, mettre en valeur. Des exercices de crise. C'est quelque chose qu'on recommande depuis de nombreuses années, de mettre en place des cycles de crise avec une participation du délégué à la protection des données, du chiffrement ou autre. Ce sont des moyens effectivement de sécurité. Des contrôles périodiques. On est dans le cercle vertueux de la conformité. Alors, les délais de divulgation sont très courts. En cas d'incident ou en cas de potentialité d'incident, sont très courts. Donc ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à des délais de notification auprès de la CNIL. On est des délais beaucoup plus courts et on est sur d'autres, on va dire, on rapporte à d'autres centres, à des centres beaucoup plus techniques, puisqu'en fait, il y a une volonté de centraliser les incidents pour informer les autres sociétés. Donc là, effectivement, il faudra travailler en équipe en disant quels sont les délais, et en plus, quand on est dans des secteurs particuliers, il y a d'autres délais. Je pense particulièrement à la santé, où il va y avoir encore des délais pour prévenir les autorités ou des secteurs régulés. Donc, à se faire un tableau en disant mon organisme, à quel délai je suis concerné, et attention, c'est parce qu'il y a un incident, une suspicion d'incident, est-ce que je suis vraiment concerné, moi en tant que DPO? Donc c'est garder encore une fois une tête froide, mais en ayant en tête que ce sont des délais et des exigences différentes. Les sanctions, parce qu'il faut toujours le côté entre guillemets qui fait peur. Les sanctions sont toujours importantes, tendance à, voilà. Après, ça ne sera certainement pas l'ENSI pour une question statutaire, mais le projet de loi en son état actuel parlait des commissions de sanctions indépendantes avec des magistrats et notamment des magistrats du Conseil d'État, des personnalités qualifiées. Donc ça sera un autre mécanisme, on va dire, de sanctions qu'on peut connaître en protection des données. Après, il ne faut jamais oublier que les institutions se parlent. Quand il y a une notification de violation des données, il y a un aspect pénal, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a un aspect pénal. Le parquet pourrait être saisi ou autre. On parle toujours de la saisine du parquet dans le cas des dépôts de plainte quand on est victime, et je l'encourage et c'est extrêmement important. Voilà. Mais il pourrait y avoir une saisine aussi et des coopérations CNIL-parquet pour d'autres possibilités. Donc les institutions se parlent. Bon. Devoir de vigilance. Alors là, ça va nécessaire pris en compte. On est toujours sur le respect des droits fondamentaux. Vous voyez, depuis le début, je vous parle effectivement d'essentiel. Je suis revenue sur l'Antiquité. Alors, Sapin 2, c'est effectivement les devoirs d'alerte. Vigilance, la loi de vigilance est une loi qui est très ancienne, 2017, mais maintenant qui a été reprise au niveau de l'Europe et qui va effectivement concerner des entreprises. Alors, on parle de grands groupes, mais on va parler aussi de toute taille de groupe, puisqu'il va y avoir des seuils qui vont en descendre. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours effectivement des règles de bon sens, c'est-à-dire à savoir avec qui je travaille. Encore une fois, identifier vos fournisseurs, identifier la chaîne de sous-traitance, toutes les réglementations vont dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir depuis quelques années dans notre mécanisme de gestion de risque en protection des données, savoir avec qui et jusqu'où je contracte. Et là, on revient effectivement sur ces points-là. Il faut savoir que c'était effectivement le droit humain, risque humain. Ces lois ont été prises à la suite de scandales au Bangladesh.
Des avancées, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de décision marquante, j'avais commencé par une décision marquante qui n'était pas française, sur un enjeu, on va dire, de société, la reconnaissance faciale, les caméras augmentées. Là, il y a eu un premier jugement, on a beaucoup parlé, je m'en fais écho, des sous-appels, voilà. C'était effectivement sur une cartographie des risques, vous voyez, sur les obligations de vigilance. Donc des outils, souvent une procédure d'évaluation des sous-traitants, un dispositif suivi de mesures de vigilance. Voilà, SAPA 2, lanceur d'alerte. Un dispositif très important à intégrer, à mettre en place. On renforce la transparence, on lutte contre la corruption, on modernise. Voilà. Les statuts, lanceur d'alerte, donc avec une conformité, protection des données à mettre en place, notamment par rapport aux lignes d'écoute et pour préserver, encore une fois, les droits des lanceurs d'alerte et de leur entourage, puisqu'effectivement, la nouvelle loi donne des statuts particuliers aux lanceurs d'alerte et à leur entourage en protection. Donc des procédures et des conformités du dispositif qui sont extrêmement importantes compte tenu effectivement de ce qu'est une alerte. Style spécial, vous aurez les slides, je vais juste un peu plus vite. Voilà. Donc la directive CS 3D, on commence à en parler, devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, pareil, avec des plans de vigilance, système d'alerte, donc on va avoir une extension encore une fois du lanceur d'alerte. Et des propositions, c'est des lois très ambitieuses. Alors même si les PME ne sont pas couvertes, il y a une forte chance que dans quelques années, ça se mette en place. Toujours pareil, un fonctionnement avec un contrôle administratif, une responsabilité civile. Donc je voulais vous faire en très peu de temps, effectivement, ce tour d'horizon des dispositions qui ne sont pas que l'IA Act, mais on va au-delà de l'IA Act. Mais pour voir que les bonnes pratiques que vous mettez en œuvre, elles sont déjà là. Elles sont déjà là, en fait. Et que, certes, je ne souhaitais pas, en ce début de matinée, de vous rajouter un travail qui est déjà très lourd, mais d'inciter effectivement vos collègues, que ce soit internes ou externes, de se rapprocher de votre expérience et de vous peut-être d'intégrer aussi dans cette culture du risque que vous avez, du risque de protection des données, bien des usages. Souvent on n'y pense pas sur la durabilité, sur le RSE, mais les bâtiments connectés deviennent une évidence. Donc c'est de la donnée à caractère personnel. Donc cartographier les risques et les usages, c'est la première chose qu'on dit par rapport à l'IA. C'est une habitude. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Sensibiliser, former les équipes, très important, à tout, et refaire en ouvrant effectivement à d'autres aspects, et pas uniquement et seulement la protection des données, mais voir la donnée et la gestion des données dans l'ampleur des usages, documentés bien entendu. Les analyses d'impact, alors je sais que c'est long, chronophage, mais ça permet aussi, si je vois un côté positif et non pas le côté, on va dire, peu rébarbatif, de bien gérer, de bien cerner tous les risques, de mettre en place une équipe et d'avoir un plan de mise en conformité à dérouler et surtout d'avoir une documentation. Et ça permet aussi peut-être d'avoir une vision, comme on dit, de voir peut-être dans certains points ou autres, des trous dans la raquette et de pouvoir mettre en place d'autres axes. Ne serait-ce qu'on peut vérifier des mentions et là on se dit, ah ben mince, cette mention ne prenait pas en compte cette finalité de traitement. Les contrats, bien entendu, j'en ai parlé tout au long de mon intervention, mais ça reste, le contrat, ça reste un acteur de la confiance. Donc le DPO est bien au cœur de l'action. Donc c'est un très beau métier, une très belle fonction. Voilà, au cœur de l'action, puisqu'en fait, vous allez être au carrefour, et vous l'êtes déjà, et surtout, vous allez avoir un rôle qui va que s'enrichir. Je ne suis pas, encore une fois, vous rajouter du travail, mais à ouvrir des perspectives par rapport aux projets ou aux missions qu'on vous donne. Effectivement, ce rôle, si on va au-delà, voudra dire peut-être avoir des équipes renforcées, des budgets renforcés, bien entendu, mais à l'instar des budgets sécurité, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et peut-être effectivement d'avoir cet IA by design, et d'avoir aussi cette approche qu'on a peut-être moins, mais ça fait partie d'innovation et de l'évolution,
vous avez les libertés fondamentales et l'humain au cœur de votre pratique, vous allez certainement intégrer cette notion d'éthique. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions.